Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J avec deux invités aujourd'hui, Adrien Quatennens et Daniel Cohn-Bendit. Avec bien entendu au centre de cette émission la crise du coronavirus et ses conséquences sanitaires, économiques, sociales et politiques. Et pour commencer, Adrien Quatennens, est-ce que vous considérez que la France est à la hauteur de la situation ? Bonjour. Bon, d'abord, ce que l'on voit, c'est qu'il y a incontestablement eu un retard à l'allumage. Moi, ce que je veux rappeler surtout, c'est que nous ne Pourquoi vous dites retard à l'allumage ? Parce qu'on a bien vu que pendant les 3 premières semaines où il était question du coronavirus, on a sous-évalué cette situation et on a encouragé les Français à poursuivre leur activité. On a envoyé des messages souvent contradictoires. Je pense par exemple au fait d'avoir dit on ferme les lieux publics non essentiels, mais on vous appelle dès le lendemain à aller voter. Bon, on voit qu'il y a eu, disons, un tâtonnement et des difficultés, disons, dans l'entrée, dans la prise en compte de cette crise du coronavirus. Mais moi, je veux rappeler une chose, Frédéric Azida, c'est que nous ne combattons pas seulement un virus. Ce serait une erreur de diagnostic que de le considérer. Nous combattons les effets d'un virus sur un modèle qui est inadapté à subir de tels chocs, sur un modèle qui, en plus, a largement fragilisé notre système. Vous parlez d'un modèle économique, financier, mondial ? Je parle effectivement d'un modèle économique qui a préféré le libre marché, la compétition et la concurrence à l'État, la planification et l'organisation. Et si je ne me contentais que d'un sujet, par exemple la question de l'hôpital public, vous savez que l'hôpital public n'a pas attendu le coronavirus pour tirer la sonnette d'alarme. Cela fait plus d'1 an, à l'heure où l'on se parle, que le personnel soignant et non soignant de l'hôpital public a indiqué effectivement avoir besoin urgemment de moyens humains, de moyens matériels. Et on sait très bien que depuis 2003, nous avons perdu 69 000 lits d'hôpital, qu'en 2018 encore, Emmanuel Macron demandait la fermeture de 4 172 lits, et que, à mesure que les plans de financement de la sécurité sociale passent à l'Assemblée nationale chaque année, on a sans cesse fait de l'hôpital public, comme de plein de nos services publics, en définitive, eh bien, une variable d'ajustement financière qui nous met dans une situation difficile. Ça veut dire que vous considérez que la crise que nous vivons aujourd'hui, en tout cas les conséquences de cette crise, sont dues à la gestion par les gouvernements qui se sont succédés depuis peut-être 20 ans. Donc, découle de ce qui s'est fait depuis 20 ans, notamment par rapport à l'hôpital public ? Évidemment qu'on peut parler de la gestion de la crise aujourd'hui, mais tout le monde comprend que ce qu'il se passe aujourd'hui est bien dû effectivement à des décennies de politique qui ont fragilisé un système, par exemple s'agissant de la santé, un système qui était tout de même admiré à travers le monde parce qu'il était justement plutôt avant-gardiste. Enfin, aujourd'hui, ce que voient les Français, c'est que dans la 7e puissance économique du monde, nous allons bientôt être équipés de la 5G, mais nous n'avons toujours pas de masques et de surblouses pour beaucoup de nos soignants. Et d'ailleurs, le discours sur les masques, tout le monde a bien vu que c'était un discours qui était plutôt un discours de gestion de pénurie qu'un discours véritablement sanitaire, car observez qu'aujourd'hui d'ailleurs, il semble y avoir un revirement dans cette situation. Alors justement, les masques vont être pour toute la population. On va parler des masques. On va parler des masques. Les autorités recommandent désormais des modèles de masques alternatifs. L'Académie de médecine souhaite même les rendre obligatoires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vois que effectivement, la médecine et beaucoup de médecins, et on voit y compris ce que disaient les Chinois depuis longtemps, ils nous indiquent que puisqu'on est sur un virus de type respiratoire à gouttelettes, on voit bien que les masques ont de toute façon une efficacité. Alors pour l'instant, on avait serré la vis parce qu'on savait qu'on était en situation de pénurie. Cette situation de pénurie, d'ailleurs, il faut l'interroger. Pourquoi en étions-nous à une situation de pénurie ? D'abord parce que le choix a été fait, et pour le coup, c'est un choix qui précède Emmanuel Macron, de ne plus renouveler certains stocks. Je pense par exemple au stock de masques FFP2, vous savez, des masques qui ont un niveau de technicité un peu supérieur. On a considéré que finalement les usines de production en Chine allaient être en toute hypothèse réactives quoi qu'il arrive, sauf que voilà, l'épidémie arrivant d'abord par la Chine et la Chine mettant à l'arrêt toute une partie de sa production, eh bien on a été hyper dépendant et en fragilité. C'est ce que dit d'ailleurs Olivier Véran, c'est ce que dit Édouard Philippe, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Mais là où on ne peut pas complètement exonérer Emmanuel Macron de cette situation sur les masques, c'est que voyez-vous, il y a une usine de masques qui fonctionnait très bien en France, à Plaintel en Bretagne, qui était en capacité de produire 200 millions de masques par an. C'était l'usine Honeywell. Et elle a été fermée en 2018, revendue à des Américains,
Jusqu'à la dernière minute, Emmanuel Macron a été alerté de cette situation. Et dans le cadre de la commission d'enquête de la France Insoumise, qui est une commission d'enquête non officielle, mais nous nous sommes constitués en tant que formation politique en commission d'enquête pour pouvoir auditionner un certain nombre de personnes qui apportent leurs éclairages sur la situation. Et mon collègue Éric Coquerel a eu l'occasion d'auditionner Jean-Jacques Fouan, qui était l'ancien directeur de cette usine, qui nous a raconté comment s'est fait le processus de démantèlement de l'usine en quelque sorte. Et finalement, le cœur arraché par cette situation nous a expliqué que à la dernière minute, eh bien, les lignes de production, certaines machines qui servaient à produire des masques ont été tronçonnées pour ne pas être réutilisées. Vous voyez bien donc il y a une situation effectivement de désorganisation. De la même manière, on pourrait à cette étape, j'en termine, se dire qu'on ne reproduit pas de telles erreurs et qu'on évite de les reproduire, par exemple, en nationalisant un certain nombre d'entreprises qui apparaissent comme essentielles dans la période. J'en cite 2, Frédéric Aziza, mais il faut nationaliser l'entreprise Luxfer, dont vous devez savoir que 111 salariés sont prêts dès demain à reprendre la production. Ils produisent des bouteilles, des contenants, des bouteilles d'oxygène médical. De la même manière, il faut nationaliser Famar, qui produit notamment 12 molécules dont nous avons impérativement besoin, parmi lesquelles, par exemple, la Nivaquine. Alors, autre question, justement, c'est lié un peu à ça. Un certain nombre de médecins et de politiques se disent favorables à un usage massif de la chloroquine. Est-ce que vous y êtes aussi favorable ? Bon, en tout cas, ce que j'observe, c'est qu'il y a des protocoles en cours d'études pour trouver un traitement, que l'efficacité de la chloroquine semble être vérifiée, mais sur un échantillon qui est trop faible pour être validé scientifiquement. Pour l'instant, c'est pas encore avéré. Bien sûr, mais de manière scientifique. J'observe comme vous que effectivement, ça n'est pas validé de manière scientifique parce que les échantillons sur lesquels les tests ont été faits sont trop faibles pour être validés scientifiquement. Mais vous observez comme moi, Frédéric Aziza, que dans beaucoup de services hospitaliers, on n'attend pas la vérification des tests scientifiques pour l'utiliser. Donc, moi, je ne suis pas médecin, vous savez, je m'en remets à la science. Mais en tout cas, j'espère et je forme beaucoup d'espoir dans ces protocoles qui sont testés parce que, y compris s'agissant du déconfinement, il va bien falloir finir par en parler. Le fait de savoir si nous avons un traitement efficace va être essentiel. D'ailleurs, j'appelle le gouvernement à ne pas entrer dans la sortie de crise, si je peux m'exprimer ainsi, entrer dans le déconfinement avec la même improvisation que dans laquelle il est entré dans le confinement. Il faut organiser la planification de ce déconfinement. Le déconfinement, Édouard Philippe, vous en a parlé jeudi à Matignon. Qu'est-ce que vous retenez de la parole du Premier ministre ? Qu'est-ce que vous attendez de sa part et de la part du gouvernement ? D'abord, une chose, c'est que nous avons été les premiers par la voix de Jean-Luc Mélenchon à mettre ce thème du déconfinement en circulation. Bien évidemment, non pas qu'il s'agisse d'appeler de nos voeux à ce que ça se fasse dès demain matin. On a bien compris que, compte tenu du fait que notre système de santé n'est pas capable d'absorber un tel choc, la bonne manière d'aider les soignants dans la période, c'est le confinement. Je tiens à le redire à votre antenne, il faut respecter cette consigne. Pour autant, je le dis, nous avons constaté le retard à l'allumage, nous avons constaté le manque d'anticipation dans l'entrée dans cette crise. Il faut pouvoir ne pas reproduire ces erreurs pour la sortie. Personne ne peut croire qu'on va appuyer sur un bouton demain matin et que tout le monde va sortir de chez soi et reprendre une activité. D'ailleurs, je note toujours que 60% des travailleurs de ce pays sont encore à l'activité et donc, en quelque sorte, subissent une injonction contradictoire entre le fait de dire, eh bien, restez chez vous, ce que dit Emmanuel Macron, et puis allez travailler, ce que disent beaucoup d'employeurs. Je fais cette parenthèse pour vous dire que depuis plusieurs semaines, par exemple, nous demandons au gouvernement qu'il établisse clairement la liste des secteurs indispensables, car en temps de crise, tous les secteurs ne peuvent pas s'arrêter, c'est évident, mais qu'il établisse la liste pour que l'on sache précisément lesquels et que tous les autres puissent respecter la consigne de confinement. Eh bien, cette liste, elle nous a toujours été refusée. Par exemple, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, nous a dit « Non, on ne gouvernera pas avec ce système de liste ». Mais j'observe néanmoins que dans les ordonnances qui ont été prises par le gouvernement, en fait, cette liste a été établie, la liste des secteurs indispensables. Non pas pour permettre à tous les autres de respecter la règle du confinement, mais pour en augmenter considérablement le temps de travail. Donc vous voyez, y compris sur la manière d'anticiper les choses, le gouvernement n'a pas l'air de changer son logiciel. Sur le déconfinement, par conséquent, quand nous avons proposé de mettre ça en discussion à Édouard Philippe, il nous a dit, moi, effectivement, on peut en parler, et il a d'ailleurs dit qu'il était favorable à un débat politique autour de la question du déconfinement, mais qu'il ne voulait pas qu'on donne l'impression que parce que nous en parlerions politiquement, eh bien, finalement, l'heure du déconfinement était déjà arrivée. Mais il faut l'organiser. On sait que ça passe par un certain nombre d'interrogations, d'inconnus, qu'à cette heure, il faut encore lever. Par exemple, notre capacité de test, et je pense par exemple au test sérologique.
Où en serons-nous de nos capacités de test dans les prochaines semaines? Bien évidemment, on vient d'en parler, vous m'avez interrogé là-dessus, la question du traitement. Et puis, la question aussi qui consiste à savoir quelle est la part de la population qui a été immunisée dans cette affaire. Et ça, on va peut-être le demander aux médecins. Peut-être que les médecins auront quelque chose à dire à ce sujet. Mais je reviens par rapport à ce que vous disiez il y a quelques minutes. Il y a une interview aujourd'hui de Guillaume Pelletier dans le JDD qui s'exprime un peu comme vous. Enfin, vous allez nous dire si ça correspond à ce que vous pensez aussi. Il dit que cette crise du coronavirus est un échec du mondialisme financier couplé à la haute administration centralisée. Vous l'approuvez ou pas? Écoutez, c'est un échec, en tout cas, de tous ceux qui souhaitaient toujours moins d'État et plus de marché. C'est un échec de ceux qui ont validé toutes les politiques d'austérité budgétaire, notamment liées à l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne, par exemple, dans cette crise, non seulement elle apparaît aux yeux de tous comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une illusion d'optique, et elle est surtout incapable. Et qui plus est, elle est même coupable, parce que depuis des années, c'est elle, par la voix de la Commission européenne, qui réclame des politiques d'austérité budgétaire, notamment à l'hôpital. C'est également l'échec de tous ceux qui ont continué à valider les accords de libre-échange, ce grand déménagement du monde dont on voit les résultats, et qui aujourd'hui appellent, comme certains ministres, à acheter français. Tiens donc, ils se sont réveillés un peu tard. D'ailleurs, l'Union européenne, notez-le quand même, dans cette période est au cœur d'une épidémie, alors qu'elle est incapable de faire face à la crise, elle est capable d'aller valider des accords de libre-échange comme avec le Vietnam. Ils l'ont fait en pleine épidémie et de faire en sorte que d'autres pays adhèrent au marché commun. Qu'est-ce que vous attendez une caricature. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'Union européenne? Écoutez, une chose est sûre, le cadre de l'Union européenne, si on peut considérer qu'on va plus vite à 27 qu'à quelques-uns, le cadre aujourd'hui posé, celui des traités européens, celui des règles budgétaires, dont d'ailleurs on a vu qu'elles étaient un totem hier, elles ont volé en éclats en quelques 72 heures, parce que tout le monde voit bien que ces règles budgétaires, cette mise en avant des valeurs de compétition et de libre concurrence, a tout fragilisé. Donc il y a finalement pour l'Union européenne la question de savoir si elle peut résister à un tel choc, et à mon avis, elle ne le peut qu'à la condition d'une rupture claire avec les traités qui jusqu'alors étaient en vigueur. C'était déjà une rupture définitive avec les 3%. Ça me semble très clair. Enfin, c'était une question de ma part. Tout le monde voit qu'on ne peut pas avoir un système de santé efficace sans investir considérablement. Enfin, le dernier plan santé qu'avait posé sur la table Agnès Buzyn pour l'hôpital, c'était seulement 1,5 milliard d'euros sur 3 ans pour l'ensemble de l'hôpital public. Frédéric Azida, 1,5 milliard d'euros, c'est le budget annuel du seul CHU de Lille dans ma circonscription. Vous voyez un peu? Donc, si vous voulez, à force de considérer que tout en haut de la hiérarchie des normes, il y a la libre concurrence, le marché et les politiques d'austérité budgétaire, eh bien effectivement, on a tout fragilisé. Alors en quelque sorte, malheureusement, on se rend compte de tout ça, il se rend compte de tout ça dans un moment de crise. Moi, je préférerais qu'on ait pu anticiper les choses tranquillement, sans avoir, en quelque sorte, sans être dos au mur. Mais là, la situation est bien évidemment celle-ci. Donc, je le dis aussi, le monde d'après doit commencer maintenant. Il ne peut pas s'agir simplement d'une parenthèse qui ferait que, une fois la crise sanitaire derrière nous, finalement, tout recommence comme avant. Ça n'est pas possible. Une précision par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu un retard à l'allumage. Olivier Véran affirme pourtant que l'anticipation a été absolue dès le premier jour. Édouard Philippe, qu'il ne laissera jamais personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Vous les croyez ou vous en doutez? Ça, c'est de la communication. Vous savez, on a un gouvernement qui est soucieux aussi de sauver sa peau dans la période et qui est tout à fait disponible pour faire de grands efforts de communication. Moi, d'ailleurs, je salue la disponibilité du gouvernement pour les multiples réunions d'information qu'il nous propose. C'est plutôt salutaire. Mais cela ne masque pas son impréparation et l'improvisation. Enfin, moi, j'ai repris mes notes. Attendez, une crise qui touche le monde entier, est-ce qu'on peut dire que un pays n'est pas prêt à une crise qui ne s'est jamais produite depuis au moins un siècle? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'impréparation? Frédéric Azida, il y a quelques 10 années de ça, 12 ans exactement, on vivait une crise financière considérable, vous vous en rappelez. Et j'ai revu il y a quelques jours le discours de Nicolas Sarkozy à l'issue de cette crise. Il appelait à ce qu'on en termine avec le capitalisme mondialisé et financiarisé sauvage tel qu'il avait fonctionné. Avez-vous l'impression que 12 ans après, et avant la crise du coronavirus, les leçons aient été tirées de cet épisode? Naturellement non. Ces politiques ont continué, elles se sont même développées comme jamais. Donc on peut considérer que tout ce qui a été voté, y compris récemment encore, s'agissant de l'hôpital, s'agissant des privatisations, a contribué à fragiliser le système, d'une part. Ensuite, sur la gestion de la crise en tant que telle,
certains médecins alertés dès le mois de janvier. Moi, j'ai repris mes notes de la première réunion à Matignon à laquelle j'étais invité comme coordinateur de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, président du groupe à l'Assemblée nationale. Le 27 février, clairement, on nous appelait à considérer qu'effectivement, il fallait être vigilant, mais qu'on avait affaire sans doute à une grosse grippe, point barre. Et pendant 3 semaines, c'est ce discours-là. Ça, c'est les médecins qui disaient ça aussi à l'époque. Hein. Oui, mais certes, c'est pas partout le cas, et que déjà, dès le mois de janvier, Frédéric Aziza, des médecins alertés sur le décalage qu'il y avait entre la parole publique sur le coronavirus et ce qu'ils voyaient déjà apparaître dans certains services hospitaliers. Alors, mais j'ai envie de dire presque, si vous voulez, j'ai envie de dire presque ça. Je vais pas dire que c'est du passé parce que notamment les soignants en subissent encore les conséquences aujourd'hui, comme tous ces travailleurs qui n'ont pas les protections attendues. Mais j'adjure que désormais la suite soit mieux organisée. Et nous disons notre disponibilité pour y contribuer. Par exemple, s'agissant du déconfinement, mais aussi s'agissant de situations économiques. Nous avons proposé avec la... on va parler. Il nous reste 6 minutes, il faut qu'on avance. Une question, après, on parle des conséquences, des conséquences économiques. Il y a une défiance envers le gouvernement. Est-ce que vous aussi, vous ne croyez pas ce qu'il dit? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il cache des choses aux Français? Et sur les masques, par exemple, tout le monde voit bien que le discours évolue en fonction de la situation et que par conséquent, la parole publique peut être mise en doute. Vous savez, Emmanuel Macron utilise un langage guerrier avec lequel moi je ne suis pas forcément d'accord, mais quand on est en guerre, on donne des consignes, des ordres clairs. Si vous reprenez la communication du gouvernement rien que sur les masques, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout le détail, on est quand même passé d'un moment où on nous disait non, pas pour le grand public, ça ne sert à rien. On réserve ça aux soignants qui d'ailleurs n'en ont toujours pas, comme de surblouses dont ils vont commencer à manquer, dont ils manquent déjà. Et puis aujourd'hui, on entend que finalement, peut-être qu'on va à une généralisation parce qu'entre-temps, il y a eu la gestion de la pénurie. Donc clairement, la parole dans ces conséquences peut être, dans ces circonstances, peut être mise en doute. De toute façon, vous savez, la confiance dans la parole publique, c'est exactement comme la situation de l'hôpital public. Elle était déjà très érodée avant cette crise. Moi, je pense que, de toute manière, on ne fera pas l'économie d'un grand changement institutionnel qui passe par la redéfinition de la règle du jeu par le peuple lui-même, raison pour laquelle nous continuons à considérer qu'un processus constituant qui permettrait de redéfinir ces règles du jeu et que le peuple le fasse lui-même serait la bonne solution. Si le peuple ne consent plus à la règle du jeu, il doit pouvoir la définir parce que la période est aussi la période de finalement la redéfinition de ce qu'est la souveraineté. Et la souveraineté, pour nous, c'est d'abord et avant tout la souveraineté du peuple. Je reviens sur la crise. Bruno Retailleau a confié la semaine dernière à l'Express que l'affaire du coronavirus, je le cite, sera le scandale du sang contaminé puissance 10. Damien Abad disait dimanche dernier sur Radio J qu'il s'agissait d'un tsunami politique. Est-ce que vous considérez qu'ils ont raison? Incontestablement, les effets politiques, comme les effets économiques et financiers, seront considérables. Et moi, j'adjure que plutôt que de considérer, comme a l'air de le faire le gouvernement, en tout cas sur le volet économique, que c'est une parenthèse et que après la crise, tout sera comme avant la crise, moi, je pense qu'une telle mise à l'arrêt de notre économie, un tel choc, un tel tsunami... A priori, c'est pas le discours qu'on entend. A priori, c'est pas le discours qu'on entend, quels que soient les partis politiques, quels que soient les gens qui en parlent. Tout le monde considère, et on vient de vous entendre, qu'il y aura un avant et un après-crise. Oui, mais regardez, le gouvernement, par exemple, dans les ordonnances qu'il a prises dans le cadre de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, et d'ailleurs nous avons bien fait de voter contre, parce que il donne l'impression de vouloir faire payer la crise aux salariés. Vous voyez qu'on a permis que par accord d'entreprise, l'employeur prenne la main sur un certain nombre de congés payés. On a augmenté drastiquement le temps de travail dans certains secteurs. On va pouvoir prendre la main sur des jours de repos. Et dans le même temps, à chaque fois que nous avons proposé que soient mis à contribution celles et ceux qui ont le plus, le gouvernement nous l'a refusé. Par exemple, vous en conviendrez, Frédéric Aziza, si nous avons besoin de moyens immédiats pour l'hôpital public, pourquoi ne rétablit-on pas l'impôt de solidarité sur la fortune? C'est 3,2 milliards d'euros que l'on pourrait récupérer séance tenante, qui pourraient être investis dans la planification sanitaire, dans l'achat de matériel. Oui. C'est ce que nous demandons, et d'ailleurs nous avons même lancé une pétition pour cela, qui démarre plutôt bien et que j'invite à signer, parce que ça nous semble effectivement être d'intérêt général. Une précision par rapport à la question que je vous posais auparavant. Est-ce que vous considérez que ça peut être le scandale du sang contaminé puissance 10, comme le dit Bruno Retailleau? Il y aura le temps de l'examen autour de la gestion de cette crise, c'est incontestable, et qu'il y ait des loupés, ça apparaît aux yeux de tout le monde. Maintenant, moi, je ne voudrais pas, dans cette période,
avoir des paroles qui, pour le moment, ne sont pas d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est d'abord de régler cette crise sanitaire. Qu'il y ait eu un manque d'anticipation, qu'il y ait eu des incohérences dans le discours, ça me paraît très clair. Et moi, j'espère que maintenant, la suite soit mieux organisée et nous mettons des propositions sur la table pour le faire. Mais je veux vous dire, sur le plus long terme, je l'ai dit, il y a 10 ans, on vivait une crise d'ordre financier. C'était un choc brutal. Aujourd'hui, nous vivons une crise d'origine sanitaire. C'est un choc encore plus brutal. Sans doute, le coronavirus n'était pas prévisible. En tout cas, il n'était pas prévu. Mais vous le savez, demain, après-demain, nous avons à l'agenda, de manière prévue par les scientifiques, d'autres crises qui nous attendent. Par exemple, les effets du changement climatique. Certaines catastrophes naturelles ne sont pas de l'ordre de l'hypothèse. Elles vont arriver, nous le savons. Eh bien, ce que révèle la crise du coronavirus, c'est que ce mode d'organisation, je le résume, le libéralisme économique, ce capitalisme financier mondialisé, n'est pas un système adapté. Il faut donc renverser la hiérarchie des normes, en passer à la coopération plutôt qu'à la compétition et faire en sorte de contribuer à construire ce monde d'après dès maintenant qui doit être basé sur d'autres valeurs et au sommet de la hiérarchie des normes, mettre plutôt des valeurs d'entraide et de solidarité. Le monde d'après dès maintenant, vous dites, Bruno Le Maire aujourd'hui dans le JDD affirme vouloir éviter un naufrage économique et financier, considérant que la crise sera longue, difficile et coûteuse. Vous dites banco, Adrien Quatennens ? Je dis qu'il doit procéder sans attendre à certaines nationalisations. Je répète, puisqu'il a l'air de le refuser, qu'il est urgent de nationaliser Luxfer et qu'il peut avoir l'assurance, le ministre qui n'a pas l'air d'en être convaincu, que les salariés sont prêts à reprendre l'activité sur le site. Et je lui dis surtout, je mets en garde sur le fait que le peuple français ne supporterait pas qu'à l'issue de cette crise sanitaire, on appuie sur le bouton d'une stratégie du choc qui viserait à faire en sorte que ce soit toujours les mêmes qui payent à l'issue de la crise, et notamment les salariés de ce pays. Bruno Le Maire disait lui-même dans une allocution récente qu'il fallait changer de forme de capitalisme. Je lui dis non, il ne faut pas changer le capitalisme, il faut s'en débarrasser. Le capitalisme ne peut pas être la solution puisqu'il est une partie du problème que nous vivons. En revanche, et pour avoir un discours porteur d'espoir, c'est que ce pays, comme bien d'autres, mais ce pays d'abord, a toutes les compétences, a tous les savoir-faire, a tous les atouts pour pouvoir procéder à une grande bifurcation et relever tous les défis présents et futurs. Les compétences techniques existent, les savoir-faire existent, nous pouvons l'organiser. Nous pouvons dès demain appeler ce pays à se lever pour relever collectivement ces défis et faire que les jours meilleurs arrivent. Deux, trois dernières questions, Adrien Quatennens. Richard Ferrand a mis en place mercredi une mission d'information sur la crise du coronavirus qui va se transformer à la rentrée en commission d'enquête avec une première audition d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran mercredi. Est-ce que vous en êtes satisfait ? Puis ça va nous conduire à parler de la commission d'enquête que vous avez lancée à travers votre formation politique. Nous avons demandé depuis le début que dans ce contexte, la démocratie, l'opposition politique également, ne soit pas confinée. Il nous paraît extrêmement important que dans une situation de crise comme celle que nous vivons, de bien rappeler que ce n'est pas un à côté de la politique. Ce moment est éminemment politique parce que le gouvernement, ce n'est pas un collectif de médecins. Les décisions qu'il pose sur la table, ce sont des décisions politiques qui donc par nature doivent pouvoir être débattues, discutées, enrichies et l'opposition va pouvoir proposer. Alors justement, cette mission d'information, vous en pensez quoi ? La mission d'information, c'est un strict minimum, mais convenez avec moi qu'elle n'a pas les moyens d'une commission d'enquête et qu'elle les aura à la rentrée. Elle est plus, on l'espère, mais elle est plus aujourd'hui de la forme. Alors c'est encore une capacité de poser des questions au gouvernement, mais tout le monde a bien vu que c'est pas dans ce cadre-là qu'on va véritablement solutionner le problème. Donc peut-être il y aura, vous l'avez dit, c'est hypothétique, peut-être il y aura une commission d'enquête parlementaire, mais nous, en tant que mouvement politique, nous n'avons pas attendu l'émergence de cette commission d'enquête. Nous sommes en quelque sorte, et de manière, j'en conviens, non officielle, auto-constitués en commission d'enquête. Sur le site internet de la France Insoumise, vous avez beaucoup de contenu dans la période, mais une page dédiée à cette commission d'enquête où nous auditionnons. Vous pouvez d'ailleurs nous proposer des personnes à auditionner, vous pouvez nous faire des suggestions, et les parlementaires, par le biais des réseaux notamment et de tous ces moyens qui permettent les visioconférences, procèdent à des auditions, et je peux vous assurer que ce que nous collectons dans la période est essentiel. Je parlais tout à l'heure de l'usine de masques en Bretagne, nous avons aussi auditionné la Confédération paysanne, nous avons auditionné les travailleurs du nucléaire, bref, on collecte un certain nombre d'informations qui, de toute façon, seront utiles non seulement à une commission d'enquête parlementaire, mais qui plus est, à pouvoir justement s'organiser pour bâtir ce monde d'après. Et nous y sommes disposés. Nous partons pas de rien. Nous avons
notre programme, l'avenir en commun, qui est toujours sur la table, mais il peut s'agir effectivement de l'enrichir dans une période comme celle-ci qui est éminemment politique. Merci Adrien Quatennens d'avoir répondu à notre invitation. On va se retrouver tout de suite avec Daniel Cohn-Bendit. À tout de suite.